Dans les années 60 et au début des années 70, New York, c'était l'enfer. Chaque jour, des dizaines d'adolescents américains mouraient d'overdose à cause d'une héroïne d'excellente qualité made in France, sortie tout droit des laboratoires clandestins de Marseille. À la fin des années 60, on estimait à plus de 500 000 junkies dans le pays. Et la drogue à la mode, c'est l'héroïne française. Chaque année, elle fauchait entre 6 000 et 8 000 jeunes américains. Tenez, prenez le petit Walter Van Derme, 12 ans à peine. Un dimanche matin, on l'a retrouvé mort dans sa salle de bain à Harlem. Près de lui, 2 petits sachets d'héroïne, une seringue et une cuillère. Peter Goodman, lui, avait 17 ans. Il est mort d'une overdose au cours d'une soirée dans le Queens. En mars 1970, rien qu'à New York, 179 morts par overdose ont été recensés en seulement 3 mois. Les chiffres étaient si alarmants que le président Richard Nixon a fini par briser le silence. I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Mais ne vous y trompez pas, ce n'était pas la drogue qui avait pris le contrôle, c'était les États-Unis eux-mêmes qui s'ouvraient les veines. Alors asseyez-vous, fermez-la et ouvrez les grands yeux, parce que je vais vous raconter la véritable histoire de la French Connection. Et croyez-moi, c'est pas un conte de Noël. Au début du XXe siècle, la Corse est un océan de misère. Pour survivre, des milliers de jeunes s'exilent vers le continent. Et la porte d'entrée, c'est Marseille. À cette époque, Marseille est le passage obligé de toutes les marchandises. Matières premières, produits agricoles et industriels, et naturellement, les activités clandestines s'y développent. Trafic et contrebande, substances illicites, recel, prostitution, cercles de jeu, tout se concentre autour du port et des docks. Sur les 500 000 habitants que compte Marseille, près de 100 000 sont d'origine italienne. Les premiers migrants algériens commencent à s'installer et plus de 70 000 Corses se regroupent principalement dans le quartier du Panier. Parmi eux, un jeune Corse nommé Simon Sabiani, né dans le petit village de Casamaccioli. Il débarque à Marseille à 20 ans et commence des études de droit. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate en 1914, il est envoyé au front, comme tant d'autres Corses. C'est là qu'il rencontre un homme qui va bouleverser sa vie, Paul Carbone. Originaire de Propriano, Carbone a grandi à Marseille et, très jeune, a formé un petit gang local. Après la guerre, Carbone et Sabiani rentrent chacun à Marseille, mais leurs chemins restent séparés pour l'instant. Sabiani, marqué par la guerre et la perte de sa génération, se lance dans la politique. Il adhère au Parti socialiste, rejoint le Parti communiste, puis fonde la Fédération communiste autonome, qui rayonne dans les quartiers corses de la ville. Carbone, lui, part à l'aventure. Au début des années 1920, il trafique de l'opium et tisse des contacts dans tous les comptoirs fréquentés par la diaspora corse. Avec ses bénéfices, il achète son premier bar à Marseille, où il écoule l'opium et contrôle la prostitution. Mais il ne tient pas en place et repart pour l'Égypte. Au Caire, il rencontre son alter ego, François Spirito, un Sicilien arrivé très jeune à Marseille. 2 caractères complémentaires. Carbone, violent et impulsif. Spirito, raffiné, rusé et stratège. Ensemble, ils forment une alliance redoutable. Ils se lancent alors dans la traite des blanches, faisant venir des jeunes filles de France, les revendant ou les enfermant dans des bordels extrêmement lucratifs. Mais les autorités égyptiennes finissent par démanteler leur réseau et expulsent les 2 hommes vers Marseille. L'ascension de Carbone et Spirito est fulgurante. Ils dirigent une véritable armée de fidèles, contrôlent des bars autour du quartier de l'Opéra, exploitent des maisons closes dans le Panier et tissent des contacts jusqu'en Asie, au Proche-Orient et sur le continent américain. Mais avec le pouvoir vient l'ampleur des affaires. Et lorsque les affaires deviennent énormes, il faut une protection politique à la solide. En 1928, Simon Sabiani est élu député. Il sait parfaitement ce qui se cache derrière les activités légales de Carbone et Spirito, mais il choisit de ne pas les dénoncer,
Bien au contraire, il va s'en servir à son avantage. Cependant, le titre de député ne suffit pas à Sabiani. Il vise le contrôle total de Marseille. Or, à cette époque, les campagnes électorales sont d'une violence inouïe. Chaque candidat dispose de son propre service d'ordre, prêt à affronter ses rivaux. Et Sabiani n'a pas encore de milice efficace. C'est ici que Carbone entre en scène. Il fournit ses hommes de main, et naît alors la première alliance politico-mafieuse de France. Un deal cynique où la force de Carbone se paie par la promesse d'emplois municipaux en cas de victoire. Quand les résultats tombent, tout se déroule comme prévu. Carbone obtient le contrôle du bureau d'embauche municipal et y place ses hommes à des postes stratégiques. Police municipale, club sportif, caserne de pompiers. Partout, les hommes de Carbone et Spirito s'infiltrent, contrôlent et verrouillent une large partie de la ville. Avec son nouveau pouvoir, Sabiani se rapproche d'un autre corse influent, Jean Chiappe, préfet de police de Paris. Au début des années 1930, Chiappe est confronté à une criminalité parisienne en pleine mutation, et Sabiani connaît l'homme qui pourra faire passer un message clair à la pègre. Il lui présente Paul Carbone. Avec lui à ses côtés, Chiappe envoie un message clair à la pègre parisienne, ouvrant la voie à l'implantation de Carbone dans le quartier de Montmartre. Mais Carbone ne s'arrête pas là. Il ouvre une nouvelle voie, la plus lucrative de toutes, le raffinage du pavot en opium, puis en morphine base, l'ancêtre de l'héroïne. Les laboratoires artisanaux apparaissent autour de Bandol, près de Marseille. À l'aide de chimistes compétents, Carbone jette, dès les années 1930, les bases de ce qui deviendra la French Connection, un réseau qui, dans les décennies suivantes, fera trembler policiers et consommateurs du monde entier. En 1934, Jean Chiappe démissionne. Pour Carbone et Spirito, c'est la fin de leur protection à Paris. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, Al Capone est arrêté, jugé, puis envoyé à Alcatraz. Sa médiatisation excessive a scellé sa chute et Carbone en tire une leçon claire. Pour survivre, il faut rester dans l'ombre. Alors, lui et Spirito reprennent la route du sud et retournent à Marseille. En janvier 1934, à la gare Saint-Charles, Sabiani organise un accueil triomphal. Le soir, au fond d'un restaurant, après quelques coupes de champagne, on pose fièrement pour la photo du retour. Mais la France politique est secouée par les émeutes du 6 février 1934. Socialistes et communistes s'unissent, donnant naissance au Front populaire. Conséquence immédiate, aux élections municipales de 1935 à Marseille, la liste Sabiani est menacée. Son rival, le socialiste Henri Tasso, recrute un service d'ordre pour combattre celui de Carbone et Spirito. Il fait appel à deux jeunes proxénètes corses aux dents longues, les frères Antoine et Barthélemy Guérini. Comme tant d'autres, les frères Guérini ont quitté leur village de Calanzana pour Marseille. Ils ont commencé modestement dans la prostitution, puis acheté un bar et placé leur première fille sur le trottoir. À la fin des années 1935, leur réseau est déjà une armée bien organisée. Le jour de l'élection, le vent de l'histoire est sans appel. Le socialiste Henri Tasso gagne haut la main et fait embaucher les Guérini et leurs hommes à la mairie. Simon Sabiani bascule dans l'opposition. En conséquence, Carbone et Spirito perdent leur protecteur politique à Marseille. Acculés, ils prennent une décision stratégique, faire la paix avec les Guérini et organiser une rencontre secrète. Ce pacte scelle la naissance de la mafia corse moderne, une structure souple et diffuse, respectant les spécialités et les territoires de chaque clan. L'essentiel pour Carbone et Spirito, c'est de conserver le contrôle du port, tisser leur toile entre Marseille et Paris, la France et les colonies, l'Europe et surtout l'Amérique. Car ici, à New York, la mafia sicilo-américaine se structure et devient un véritable consortium. Une structure pyramidale hiérarchisée avec une ambition affichée, créer le premier syndicat du crime. En 1936, à Paris, un nouvel acteur politique surgit, le Parti populaire français, dirigé par Jacques Doriot, le premier parti fasciste français. Pour Simon Sabiani, c'est une aubaine, une voie pour reconstruire un avenir politique et reprendre le contrôle de la ville. À Marseille, il devient rapidement l'un des chefs du PPF, utilisant le parti comme tremplin pour étendre son influence. Après l'invasion de la France par les Allemands, la situation change radicalement. La Gestapo, la police secrète d'État du Troisième Reich, entend radicaliser l'occupation et éliminer toute opposition. Pour y parvenir, elle a besoin d'hommes capables d'agir sur le terrain.
C'est là qu'entre en scène Henri Chamberlain, dit Lafont, criminel de premier ordre. Son rôle est précis, renseignement politique et économique, traque des résistants et des juifs, spoliation, avec le pouvoir de perquisitionner, arrêter, torturer, détenir et liquider à sa guise. Et là encore, Carbone et Spirito ne manquent pas l'opportunité. Ils s'enrôlent dans la Gestapo, rejoignant Sabiani, devenu chef du PPF à Marseille, et deviennent des informateurs pour l'occupant. Le duo et leurs hommes de main se muent en tueurs à gages, arrêtant et livrant résistants et juifs, parfois rémunérés au nombre de têtes éliminées. Mais le destin n'épargne personne à Marseille. Tandis que Carbone, Spirito et Sabiani collaborent ouvertement avec l'occupant, les frères Guérini prennent un autre chemin. Fidèles à des valeurs plus clandestines, ils rejoignent la résistance, transformant leur cave en refuge. Là, ils cachent et font échapper résistants et juifs, jouant un jeu dangereux entre le pouvoir criminel et la morale humaine. Juillet 1943. Les Alliés débarquent en Sicile. Pour garantir le succès de l'opération, l'OSS, l'ancêtre de la CIA, négocie avec Lucky Luciano, le patron de la mafia sicilo-américaine, emprisonné depuis plusieurs années. Lorsque les troupes américaines touchent le sol sicilien, elles sont guidées par la Cosa Nostra, qui se voit confier l'administration de l'île. Pendant ce temps, en France, la Corse est libérée grâce à l'action des résistants. Sentant le vent tourner, Carbone décide de fuir vers l'Espagne franquiste. En décembre 1943, il prend un train de nuit pour Paris, espérant rejoindre sa maîtresse et disparaître avec elle. Mais le destin est cruel. Peu après minuit, des résistants font sauter le train. Quand Spirito arrive à son chevet, Carbone vient de rendre son dernier souffle. La mort de Carbone marque la fin d'un clan et ouvre la voie à un autre, celui des frères Guérini. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Sabiani, lui, prend la fuite vers l'Allemagne. Quelques semaines plus tard, le 28 août 1944, Marseille est libérée. Gaston Defferre est nommé président de la délégation municipale. Parmi ses fidèles se trouvent Antoine et Barthélemy Guérini, désormais solidement implantés sur le plan politique, ce qui leur assure protection, y compris pour leurs activités illégales. En revanche, le clan Sabiani-Spirito, qui avait façonné la mafia corse et dominé Marseille depuis la fin des années 1920, s'est désintégré. Tous sont condamnés à mort par contumace. Sabiani passe par Milan, Buenos Aires, puis Barcelone, où il meurt et est enterré dans son village natal, Casa Maccioli, en Corse. Spirito, lui, rejoint l'Espagne avant de passer incognito au Canada, puis aux États-Unis, où il deviendra un pilier de la French Connection. Ainsi, tout est en place pour la deuxième époque de la mafia marseillaise, avec une base désormais solidement installée, Marseille. Voyons voir ce nom qui est souvent omis dans l'histoire de la French Connection, et pourtant, il a joué un rôle majeur entre les mafieux américains et ceux de Marseille. Ici, je parle d'Étienne Léandri. Très élégant, grand et fin, Léandri s'était spécialisé dans la fonction de gigolo en même temps qu'il faisait affaire avec des voyous corses parisiens dirigés par Joseph Marini, surnommé le commandant des Corses et allié de Carbone. Repéré par ce dernier, qui le voit souvent partir au bras de femmes esselées, Léandri est très vite invité à la table du parrain. Lors d'une de ces soirées, il avait séduit Renée Rodier, épouse française de l'américain milliardaire Virgil Neal, qui dirigeait l'entreprise Tocalone, un empire du cosmétique. Avec le couple, Léandri découvre toutes les combines des multinationales, les paradis fiscaux et les techniques de blanchiment d'argent. Lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, Léandri profite du chaos et crée une entreprise parallèle à Tocalone, la société cosmétique Accra. Dans cette société, sa clientèle unique est composée de nazis. En quelques mois, Léandri fait fortune et s'enorgueillit de financer le PPF de Doriot. En quelque sorte, il agit comme Carbone et Spirito, aidant le Troisième Reich contre la France. C'est pour cela que, quand les Alliés débarquent en Normandie, il prend la décision de fuir vers Berlin et s'enrôle dans l'école d'espionnage et d'infiltration du Troisième Reich. Mais en avril 1945, il quitte Berlin et se réfugie à Genève, puis à Milan.
Maintenant que vous connaissez ce personnage, laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment il a joué un rôle très important dans la création de la French Connection. Quand la guerre est finie et que l'Amérique sort victorieuse, le gouvernement tient parole et libère Lucky Luciano de prison. Mais il lui est interdit de rester sur le sol américain, donc les autorités l'expédient en Italie. À peine la guerre mondiale terminée, les Américains se retrouvent confrontés à la guerre froide contre les communistes. Dans leur lutte anticommuniste, ils vont utiliser des mafieux, des acteurs et même des nazis. Tout simplement pour leur efficacité dans la lutte contre Moscou. La CIA dépêche donc l'un de ses meilleurs agents, Irving Brown, déjà sur le sol français, qui avait joué un rôle dans la résistance française et entretenait des liens avec les frères Guérini. Le bureau des services secrets ordonne à Irving de se déplacer vers Naples pour retrouver le principal pion de la CIA, Lucky Luciano, afin de l'aider encore une fois dans leur lutte contre le péril rouge. En 1946, Irving Brown organise un meeting secret avec Luciano pour discuter des plans futurs de la CIA et lui présente Étienne Léandri, lui aussi en exil après un mandat d'arrêt pour intelligence avec les Allemands durant la guerre. Lucky Luciano fait donc d'Étienne Léandri son ambassadeur pour aller discuter avec la CIA aux États-Unis, puisque lui-même est interdit de séjour sur le sol américain. Dans ce cadre, Étienne Léandri devient un personnage important dans la liaison de Luciano avec Marseille. Il connaît les têtes mafieuses de tout le pourtour du bassin méditerranéen. Parmi ces mafieux, on retrouve Joe Renucci, ancien lieutenant de Carbone et Spirito, Marcel Francischi, tous deux originaires de Corse, et les frères Guérini. Du côté marseillais, la vision communiste commence à atteindre toutes les tranches de la population, au point que les dockers forment des groupes et commencent à faire des grèves, bloquant l'entrée des marchandises américaines au port de Marseille, port d'entrée pour le sud de l'Europe. Pour régler ce problème, la CIA ordonne à Irving Brown de faire appel aux frères Guérini pour coordonner les clans corses avec les forces de police. Les mafieux ont tout intérêt de briser les grèves qui bloquent leur trafic. Conseillé par Étienne Léandri, Lucky Luciano envoie des dockers siciliens. Renucci et Francischi sont eux aussi en première ligne dans les affrontements, avec l'appui inconditionnel du commissaire de DST Robert Blément, l'un des bras du général de Gaulle. En moins d'un mois, les grévistes reculent. Les efforts conjugués du gouvernement français, de la CIA, des forces anticommunistes de la ville et des mafieux corses brisent le mouvement. Mais à cause de cette collaboration, les liens créés entre Lucky Luciano et les Corses ouvrent des perspectives colossales pour les trafics internationaux. Cette alliance obscure, censée protéger l'État, ouvre en réalité un boulevard à la pègre. Marseille redevient un terrain béni pour les voyous, tandis que la CIA poursuit son chemin sans jeter un regard en arrière. C'est dans cet interstice que les mafieux corses prospèrent, opérant durant des années à Marseille dans une quasi-impunité. Profitant de cette absence d'autorité et de leur influence grandissante, Renucci et Francischi mettent alors sur pied l'un des trafics les plus rentables de l'après-guerre, la contrebande de cigarettes. Ce réseau exige une coordination millimétrée. Antoine et Barthélemy Guérini à Marseille, Renucci et Francischi sur les docks, Luciano et Étienne Léandri côté italien. Mais outre-Atlantique, à New York comme à Cuba, la pègre voit plus grand. Elle vise un marché autrement plus juteux. Mettre la main sur l'héroïne marseillaise. Pour ceux qui vivaient sous un rocher et ne connaissent pas ce qu'est l'héroïne ou comment elle a été inventée, laissez-moi vous expliquer. À l'origine, l'héroïne n'est qu'une invention allemande. Mise au point par les laboratoires Bayer à la fin du 19e siècle, elle est conçue pour apaiser les souffrances des soldats mutilés sur les champs de bataille. Un médicament présenté comme révolutionnaire, obtenu à partir de la morphine extraite du pavot somnifère. Mais l'histoire, parfois, se joue sur des hasards. Après la guerre, plusieurs ingénieurs de la chimie allemande compromis dans l'effort militaire trouvent refuge en France. Ils se reconstruisent une vie, souvent discrète, parfois dans le sud-est. Et c'est justement de ces chimistes-là que va venir un savoir-faire inattendu. Dans les cercles criminels, on découvre grâce à eux comment transformer la morphine base en héroïne. Dans l'histoire des trafics de substances prohibées, celle de l'opium est le plus archaïque. La fabrication du produit est un jeu d'enfant. Il suffit d'extraire le latex contenu dans les boules de pavot et de l'évaporer pour obtenir la pâte qui se fume, l'opium brut. C'est à partir de cet opium que l'on obtient la morphine, avant que la chimie ne la transforme en diacétylmorphine, l'héroïne.
Dominique Albertini et son demi-frère Joe Cesari, dit Monsieur 98%, maîtrisent rapidement ce secret de laboratoire et le poussent à la perfection. Cesari, au départ, est un marin qui a fait l'Extrême-Orient et, petit à petit, il est formé par son demi-frère Dominique, qui lui-même avait mis la main à la pâte. En fait, cette fabrication d'héroïne se transmettait souvent par une recette écrite sur un bout de papier, et les gens essayaient à différentes reprises pour obtenir le meilleur produit possible. C'est ainsi que Cesari démarre, et il devient le meilleur chimiste que la France ait jamais eu, produisant une héroïne pratiquement pure à 100%. Mais pour qu'un trafic voie le jour, il faut avant tout une loi, une interdiction de commercer un produit qui inciterait les bandits à la contourner pour se faire de l'argent. C'est l'ONU qui offre cette occasion au milieu français. En 1946, elle interdit le commerce de l'opium, un produit jugé trop dangereux pour la santé. Et un tel commerce n'aurait jamais pu voir le jour sans la complicité d'une partie de l'appareil d'État français. En 1950, la guerre d'Indochine s'enlise et dévore des fortunes. Pour financer l'effort de guerre, l'armée et les services secrets sont poussés à mettre en place des opérations clandestines, aussi risquées que moralement douteuses. Parmi elles, l'une des plus explosives porte un nom codé, Opération X. L'Opération X, en théorie, tient en quelques lignes. Pour stopper l'avancée des troupes de Ho Chi Minh, maître du Nord, vers les territoires du Sud, l'armée française conclut un pacte avec les Hmong, un peuple des montagnes dont la survie dépend de la culture du pavot. L'accord est clair. En achetant l'intégralité de leurs récoltes, les Français s'assurent du soutien total des clans Hmong. En échange, ces derniers s'engagent à barrer la route aux forces communistes et à défendre les positions françaises dans la région. Le colonel Trinquier, expert en contre-guérilla et commandant responsable des maquisards, révélait quelques années plus tard. L'argent de l'opium finança les maquis du Laos. Un des C3 acheminait la drogue. L'argent placé servait à réapprovisionner en vivres et en armes les guérillas. Bien sûr, nous taisions ces pratiques. Nous n'en parlions pas aux autorités d'Hanoï, moins encore à celles de Paris. Mais cet achat initial n'était que la partie visible de l'opération. Les Français ne se contentaient pas de récupérer le pavot. Ils soutenaient directement les tribus locales dans sa culture et son extraction. Une fois récolté, l'opium était chargé à bord de vols secrets opérés par l'armée de l'air française à destination de Vung Tau, autrefois appelé Cap Saint-Jacques, où fonctionnait une véritable raffinerie. Là, l'opium brut était transformé, puis remis entre les mains d'une mafia sino-vietnamienne, le tout sous la supervision du 2e bureau, les services de renseignement français en Indochine. Une partie de cet opium prenait ensuite une route plus discrète, confiée aux Corses de Saïgon, héritiers d'une diaspora installée dans la ville depuis le 19e siècle. Ces intermédiaires expédiaient la morphine de base vers Marseille, où elle était transformée en héroïne avant de traverser l'Atlantique pour atteindre les États-Unis. Les profits générés par ce trafic clandestin alimentaient le SDEC et l'armée française, leur offrant les moyens de constituer une véritable armée contre-révolutionnaire dans le nord de l'Indochine. Mais au tout début de mai 1954, la France encaisse sa première défaite coloniale. Le traité signé scelle le destin du Vietnam. Le nord passe sous contrôle communiste, le sud se veut nationaliste. Le pays devient soudain un terrain ouvert à l'influence américaine. Avec la division du pays, le transport de l'opium devient extrêmement difficile. Celui qui peut proposer un moyen sûr de le déplacer détient la clé de tout le trafic. Et c'est exactement ce qu'a fait un certain Jean-Baptiste Andréani, dit Coligny. Propriétaire de 3 avions Beechcraft récupérés auprès des troupes américaines à la fin de la guerre, il peut embarquer jusqu'à 600, 700 kilos, parfois même 1 tonne d'opium. Mais en avril 1956, le corps expéditionnaire français est officiellement dissous et les dernières troupes quittent l'Indochine. Avec elles disparaissent tous les espoirs français de contrôler l'opium dans la région. Privés de leur filière indochinoise, les parrains corses réorientent leur empire vers de nouveaux horizons. Ils tissent des alliances avec les mafias de Turquie, d'Iran et du Liban pour maintenir le flux indispensable de morphine base. Pendant ce temps, dans les faubourgs de Marseille, les laboratoires clandestins tournent à plein régime. La machine du trafic ne s'est pas arrêtée, elle vient simplement de changer de route. Cela faisait presque 10 ans que nous accumulions des informations sur la French Connection. 10 ans à remonter des pistes, à écouter, à surveiller, à lier des noms entre eux. Et plus on creusait,
plus un nom revenait toujours au centre de la toile. Marseille. On savait exactement le rôle central joué par Antoine et Barthélemy Guérini dans l'organisation. On suivait de près les déplacements d'Étienne Léandri, qui voyage sans cesse entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Et puis, il y avait François Spirito. Oui, Spirito, l'ancien parrain marseillais, bras droit de Carbone. Petit à petit, les pièces du puzzle se sont assemblées. Beyrouth, Istanbul, Montréal, San Francisco. Peu importe par où l'héroïne circulait, tous les chemins menaient à Marseille. Et c'est là qu'on a compris que le vrai problème, ce n'était pas la drogue. C'était les alliances qui s'étaient construites autour d'elle. Des figures comme Marcel Franchisi entretiennent des relations directes avec le gouvernement gaulliste. D'autres, comme les frères Guérini, sont connectés au Parti socialiste. Et tous disposent de soutien au sein de forces de police parallèles. Chaque fois qu'on demandait l'aide de la France, ça se perdait dans la paperasse. Une enquête qui traîne, un juge qui ne répond pas, un rapport qui disparaît. Le dossier s'empilait entre Paris et Washington, au point de devenir un mur. À cette époque, les Corses de Marseille livraient à la Cosa Nostra près de 20 tonnes d'héroïne par an. Le kilo, 8 000 $. Le chiffre d'affaires, 160 millions par an. Vous faites le calcul aujourd'hui, ça avoisine 1,7 milliard de $. Et pour rester invisibles, les trafiquants redoublaient d'inventivité. D'abord, de petites quantités cachées dans de petits objets creux. Puis les volumes ont grossi. Des pains d'héroïne collés au corps, des manteaux bourrés de poudre blanche, des valises à double fond. Ensuite, ils ont perfectionné la technique la plus rentable, le farcissage de voitures. Les bateaux et les avions venant de France étaient sous haute surveillance chez nous. Alors les trafiquants ont innové. Ils faisaient rouler les voitures jusqu'en Espagne, traversaient l'Atlantique vers le Mexique, puis terminaient par la route, aux portes du Texas ou de la Californie. Et nous, à New York, on ramassait les miettes. On faisait nos petits coups dans les rues de Harlem et du Bronx. On arrêtait des gamins avec 2 grammes en poche. On remplissait des rapports, on posait pour les photos de presse, et chacun se félicitait. On se mentait à nous-mêmes. On ne démontait rien, on ne faisait rien, mais tout allait changer sous peu. Monday morning blues, I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Le samedi 7 octobre 1961, après une journée de travail ordinaire mais écrasante, logiquement, nous devions rentrer nous coucher. Mais non, sur un coup de tête, je balance à mon partenaire, Sonny Grosso. « Allez, on va se rincer le gosier au Copacabana !» Une idée de dingue pour 2 flics sur les rotules, mais j'avais besoin de voir du monde. On débarque dans ce club huppé, et là, au milieu du clinquant, mon regard accroche direct une tablée. On aurait dit qu'il s'était échappé d'un vieux film de gangster des années 30. Au centre, un type basané, tignasse noire et fourni. Âgé d'une 30aine d'années, il portait beau dans un costume noir rembourré aux épaules, une épingle de diamant scintillant sur sa cravate de soie blanche. Sonny a tendu l'oreille. On l'appelait Patsy. Mon pif de flic s'est mis à clignoter. Je n'arrivais pas à lâcher l'affaire. Comment un type sapé comme un prince, qui se comporte comme un parrain, peut-il passer sous nos radars ? Il n'était fiché nulle part comme Gros Bonnet. Ça ne collait pas. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis tourné vers Grosso et je lui ai lâché la phrase qui allait tout faire basculer. « Dis-moi, Sonny, ça te dirait d'attendre un peu et de lui filer le train, juste pour le plaisir ?» Sonny a juste haussé les épaules, résigné, et il a poussé la porte. C'est dingue quand on y pense. Toute l'affaire, la plus grosse saisie de l'histoire, reposait là-dessus. Pas de plan, pas de tuyau, rien. Juste de l'instinct pur, une démangeaison personnelle que je ne pouvais pas gratter. Nous avons donc décidé de suivre cet inconnu, juste pour voir. Et cette filature nous a emmenés loin du glamour de Manhattan. Nous avons traversé le pont jusqu'à Brooklyn et avons atterri devant un petit snack, le Barbaraz, en face de l'hôpital Sainte-Catherine. Pour ne pas se faire griller, Sonny a joué fin. Il est entré dans l'hôpital et a baratiné un gardien pour qu'il nous ouvre une salle de radio désaffectée, d'où nous avions un joli coup d'œil sur le Barbaraz. Et là, la perplexité montait encore d'un cran. À 7h du matin, Patsy, le flambeur du Copa, a relevé son rideau de fer et a commencé sa journée de travail comme un simple commerçant.
Sonny n'en revenait pas. Eddie, comment un type qui tient une buvette peut claquer des milliers de dollars en une soirée ? Bonne question. Mais à ce stade, on avait juste un type louche qui vendait des hamburgers. On ne pouvait rien faire. Pendant que je rongeais mon frein en observation, Sonny, lui, ne lâchait rien. Il passait des heures aux archives à éplucher les fiches, les photos, cherchant le moindre lien. Et puis bingo, Patsy n'était pas n'importe qui. C'était un membre de la famille Gambino. Mieux encore, c'était le neveu d'Angelo Tuminaro, dit Little NG, un caïd de la mafia. Et pas un petit. Tuminaro était considéré par toutes les polices, y compris Interpol, comme le cerveau qui contrôlait le trafic d'héroïne entre l'Europe et les États-Unis. D'un coup, on ne jouait plus dans la même cour. On passait d'une surveillance de routine à la traque du crime organisé international. On a chopé un mandat pour mettre le téléphone de Patsy sur écoute. Mais l'opération a failli capoter dès le premier jour. Patsy était méfiant. Les écoutes ont révélé un appel à un ami, un certain Louis. Il lui demandait de venir vérifier si ses lignes téléphoniques n'étaient pas branchées. L'enquête risquait de s'effondrer. C'est là que Sonny a eu un coup de génie. On a monté une fausse descente de police, bien bruyante, bien visible, mais dans le snack d'à côté, pour détourner l'attention. Pour faire croire à Patsy que c'était le voisin qui était visé, pas lui. Et ça a marché. Peu après, on entend Patsy rassurer sa femme au téléphone. « Tranquillise-toi, ma poulette. C'était l'autre snack que les poulets visaient. » On était sauvés. Les jours ont passé. Rien de fou. Jusqu'ici, c'était une affaire de mafia italo-américaine, presque classique, jusqu'au jour où les écoutes ont révélé une connexion inattendue. On entendait parler de nos amis français. Les écoutes ont révélé une livraison imminente d'héroïne en provenance de Marseille. Les trafiquants avaient rendez-vous le soir même dans un restaurant tenu par le milieu. Nous nous sommes mis en plan près du restaurant et avons observé. Un manège de gens allant et venant avec des mallettes. Pour nous, c'était évident. Ils apportaient de l'argent pour la cargaison qui devait arriver prochainement. Dans le restaurant, je repérais des têtes que je connaissais bien. François Scaglia, dit le barbier, un tueur à gages marseillais, soupçonné de kidnapping et lié à la traite des blanches, qui fréquentait le milieu new-yorkais. Patsy et son frère Anthony Foucault, deux trafiquants new-yorkais, et enfin un certain Jean Géant, un homme d'affaires français d'une 60aine d'années qui frayait avec la haute société et utilisait son image de notable respectable comme bouclier. Il ne faisait plus aucun doute que ces quatre-là préparaient un coup énorme. Nous passions donc des jours entiers à éplucher les écoutes téléphoniques, sans décrocher. Très vite, un détail nous a sauté aux oreilles. Patsy recevait sans arrêt des appels d'un type, un certain Jacques Angelvin, un animateur télé, pas vraiment une vedette. Un homme qui aimait parader dans les boîtes de nuit, jouer les grands seigneurs, mais tout le monde savait qu'il était fauché jusqu'à l'os. Patsy le savait aussi. Alors il l'approchait et lui faisait une proposition. Conduire une voiture bourrée d'héroïne jusqu'aux États-Unis en échange de 10 000 $. C'était la couverture parfaite. Qui se méfierait d'une personnalité médiatique ? J'ai immédiatement passé quelques coups de fil à Paris pour me renseigner sur Angelvin. Et ils m'ont confirmé qu'il avait embarqué depuis le port du Havre 5 jours plus tôt avec une Buick Invicta noire immatriculée 18LU75. Le 10 janvier 62, le bateau United States a accosté dans le port de New York. La Buick a été déchargée sur le quai. Grosso et moi, ainsi que le reste de l'équipe, ne perdions rien de la scène. Mais pour l'instant, nous ne faisions rien, nous l'observions. On a filé le train à Angelvin et à ce type, François Scaglia, qui jouait les guides touristiques jusqu'au Waldorf Astoria. 3 jours plus tard, le poisson a bougé. Il a conduit la Buick jusqu'à un petit garage miteux au sud de Manhattan. Sonny et moi, on était sur leur dos. Le garage appartenait aux frères Foucault. Angelvin a largué la bagnole et s'est tiré en taxi. On a divisé nos forces. Sonny s'est collé en planque près du garage pour mater la caisse et les frangins Foucault. Moi, je me suis occupé d'Angelvin. Il avait quitté le luxe du Waldorf Astoria pour l'hôtel Commodore, un établissement plus discret. Dès qu'Angelvin a mis le nez dehors pour faire ses courses, j'ai saisi ma chance. Je suis allé à l'hôtel où le sous-directeur m'a conduit dans sa chambre. J'ai retourné l'endroit. J'y ai trouvé de la paperasse de la RTF, Radiodiffusion Télévision Française, un mot doux d'une certaine Lily de Beck, des cartes routières, un plan de New York et une copie d'une lettre pour la US Lines concernant son retour sur l'America. Rien de compromettant. Que dalle. Alors je suis retourné à ma voiture. Pendant 2 jours, calme plat. Ni Angelvin, ni la Buick ne bougeaient.
personne ne touchait à cette foutue bagnole. Puis, au 3e jour, la Buick est ressortie du garage. Au volant, les 2 frères Fuka. Dans le rétro, Sonny. Les Fuka ont garé la caisse dans une rue tranquille et se sont barrés. Sonny est resté là, planté devant la Buick, persuadé qu'ils allaient revenir pour qu'ils puissent continuer la filature. Mais personne n'est revenu. Il m'a passé un coup de fil pour me dire qu'il restait sur place pour voir qui viendrait récupérer le matos. Il s'est gelé toute la nuit. Vers 5 ou 6 heures du mat, la faim le tenaille. Il s'absente un instant pour manger un morceau. Quand on est revenu, plus rien. La place était vide. La bagnole et la taupe s'étaient envolées. On a vérifié le garage des Fuka, leur domicile, rien. La Buick avait disparu. Face à ce merdier, je n'avais plus qu'une seule carte à jouer. Ne plus lâcher Engelvin d'une semelle. Sonny m'a rejoint dans ma voiture et nous avons commencé à observer depuis l'autre côté de la rue avec des jumelles, avec nos mandats d'arrêt en poche au cas où ça chaufferait. 3 jours à attendre. Rien. Et soudain, le voilà. Engelvin sort du garage souterrain de l'hôtel au volant de la Buick. Scaglia assis à sa droite. Là, sous nos yeux, il grille un feu rouge. Une infraction mineure, mais c'était l'ouverture qu'il nous fallait. On leur est tombé dessus. J'ai demandé les papiers. Évidemment, ils ont joué les idiots, refusant de parler et réclamant un interprète. Nous avons alors conduit tout le monde au poste. En attendant l'interprète, j'ai proposé à Sonny de faire venir les ingénieurs pour fouiller la bagnole. Les mécanos de la police ont démonté la Buick pièce par pièce. Rien. Aucune trace de drogue. Mais en fouillant sous le pare-choc avant, ils ont trouvé quelque chose. Une cavité. Une sorte de double fond dont la profondeur était difficile à juger, mais qui pouvait courir jusqu'à l'arrière du châssis. Avec l'aide de puissants aspirateurs, nous avons entièrement nettoyé les cavités et nettoyé les poussières au laboratoire. La poudre blanche retrouvée a été isolée, puis testée avec le réactif marquis. C'était, sans aucun doute, de l'héroïne. Pour nous, c'était une preuve suffisante. On a placé Engelvin et Scaglia en garde à vue. Ils ont continué leur cirque, refusant de parler anglais, exigeant des traductions pour chaque mot, clamant leur innocence. Mais on savait que c'était des menteurs. Nous avons fait arrêter toute l'équipe, les frères Fuka, François Scaglia et Jean Géant, le gros bonnet. Pourtant, même menottés, ces ordures refusaient de nous dire où était passée la cargaison principale. Pas d'aveu, pas de cam. On n'avait rien pour bétonner le dossier et les envoyer à l'ombre. C'est alors que Sonny a eu une idée de génie, un dernier coup de poker. Aller faire un tour chez les parents de Patsy. On est entré dans la maison sans mandat. On y allait au culot, bluffant totalement. On est descendu à la cave. Là, mon regard a accroché un détail. Du plâtre fraîchement appliqué au plafond. Une retouche qui n'avait rien à foutre là. J'ai gratté avec les doigts, c'était encore mou. J'ai creusé, j'ai passé le bras dans l'ouverture et j'ai senti quelque chose. Le jackpot. J'ai sorti un premier sachet, puis un deuxième, un troisième. Au total, 11 kilos d'héroïne pure à 90%. C'était la même merde que celle dont on avait trouvé les traces dans la Buick. Mais 11 kilos, ce n'était pas assez. Le compte n'y était pas. Vu la taille de la cache dans la bagnole, ils en avaient passé beaucoup plus. C'est là que mon cerveau a fait tilt. Je me suis souvenu de cette lettre saisie dans la piole d'Engelvin au Waldorf. Ce type était tellement radin qu'il s'est grillé pour une poignée de dollars. Laissez-moi vous expliquer l'arnaque. Peu après son arrivée à l'hôtel Waldorf, Engelvin a reçu une lettre de la compagnie United States Line. On y indiquait que le poids total de sa Buick, bagages compris, s'élevait à 2333 kilos. Et on lui demandait de confirmer la date de son retour, initialement prévue pour le 25 janvier. Lors de son voyage aller, il avait voyagé en classe touriste. Dans sa réponse à la compagnie, dont il avait conservé une copie, Engelvin demandait à cette occasion de voyager en première classe pour le retour. En confirmant sa réservation, il précisait qu'il s'était trompé dans le calcul du poids de sa voiture et de ses bagages. Le total réel n'était pas de 2333 kg, mais de 2277 kg, soit 56 kg de moins. Il réclamait donc le remboursement de la différence, un montant d'un peu moins de 33 $. J'avais donc le poids total de la voiture au moment où elle avait embarqué sur le bateau, soit 2333 kg. J'ai appelé le téléphone et appelé General Motors pour lui demander combien pesait une Buick. Je leur ai décrit le modèle exact et ils m'ont donné le poids total, 2277 kg.
Cette différence de poids m'a intrigué. D'habitude, les touristes reviennent chargés de souvenirs, leurs valises sont plus lourdes. Lui, il prétendait savoir, 10 jours avant son départ, que sa bagnole serait plus légère de 56 kilos. C'était mathématique, ces 56 kilos manquants, c'était le poids de la cam, retiré de la bagnole une fois à New York. Il manquait donc au moins 45 kilos d'héroïne. Et s'il y avait bien 2 hommes capables de dire où elle était passée, c'était les frères Fuka. Alors nous avons décidé de jouer notre dernière carte. Patsy Fuka et son frère Anthony étaient en prison. Nous avons laissé Anthony sortir sous caution et nous l'avons utilisé comme appât. Dès qu'il a mis un pied dehors, on lui a collé au train. Il a filé vers le Bronx. On l'a vu descendre dans la cave d'une maison. On savait qu'il allait voir sa marchandise. C'est là qu'on a donné le signal. Tous nos gars lui sont tombés dessus. Et dans cette cave, elle était là, cachée dans une valise, 39 kilos d'héroïne pure. Une saisie record pour l'époque. Le 15 janvier 1963, lors de son procès, Jacques Angelvin a choisi de plaider coupable. Dans le système judiciaire américain, cette stratégie lui a ouvert la voie à une sentence plus légère. Il a écopé de 6 ans de prison. Pour les autres, on n'a pas fait de cadeau. François Scaglia, le tueur marseillais, 22 ans ferme. Patsy et Anthony Fuka, 15 ans chacun. Quant au cerveau présumé de l'opération, Jean Géant, il a bénéficié d'une chance insolente. Faute de preuves suffisantes, il est ressorti libre de la salle d'audience. Il sera arrêté bien plus tard en France, mais c'est tout. Après ça, Washington a enfin ouvert les yeux. Ils ont mis la France et Marseille dans le viseur. Mais quand j'y repense, cette méthode, la French Connection, ils l'ont utilisée pendant 25 ans sans interruption. 25 ans. Imaginez la montagne de poudre qui a traversé l'Atlantique sous notre nez. Les millions amassés par ces ordures. Et les vies gâchées. Les gamins détruits par l'aiguille. 25 ans, putain. Et on ne voyait rien. Une fois l'affaire rendue publique, tout le monde a commencé à s'intéresser au milieu marseillais et à son impact sur la société américaine. Avec l'arrivée du film The French Connection, réalisé par William Friedkin et récompensé par 5 Oscars, notre histoire a été portée sur le devant de la scène mondiale. Mais ce film a fait plus que nous rendre célèbres. Il a foutu la honte à l'Amérique. Le message était clair, la toute-puissante Amérique se faisait mettre à genoux par un simple réseau de voyous français. Ça a mis une pression d'enfer sur Washington. Nixon, il n'a pas supporté de passer pour le dindon de la farce. Il s'est senti obligé de sortir l'artillerie lourde. Il a déclaré officiellement la guerre à la drogue. Du jour au lendemain, c'était Noël. Nixon a ouvert les vannes du budget. Il a filé aux douaniers et aux flics tout ce qu'on pouvait imaginer. Des nouvelles bagnoles, des escouades de chiens, du matos de filature dernier cri, des micros, des émetteurs. Les crédits semblaient illimités. Avant, on devait pleurer pour de l'essence. Maintenant, on nageait dans le fric. C'est devenu industriel. Les douaniers se sont mis à filmer en douce les entrées des ports, des aéroports, des gares. Ils voulaient fixer chaque visage sur la pellicule, créer une mémoire géante, un fichier monstre pour repérer les passeurs. Nixon a fait grimper les effectifs des douanes de 300 à 1000 agents pour serrer les frontières. Du côté des autorités françaises, aucune réaction. Pendant près de 20 ans, la France nous a fait un bras d'honneur diplomatique. Il restait sourd à nos gueulantes. Pourquoi ? Le cynisme pur. L'héroïne était fabriquée chez eux, d'accord, mais ils ne la consommaient pas. En France, les camés, ça n'existait presque pas à l'époque. Alors pour les autorités françaises, ce n'était pas leur problème. C'était un vice d'Américains. C'est votre merde, débrouillez-vous. Les politiques français refusaient d'admettre que leur pays était devenu le supermarché mondial de la dope. Ils vivaient dans le déni total. Tenez-vous bien, dans les années 50, alors que des tonnes de blanches sortaient de leur port, la brigade des stupes de Marseille, c'était quoi ? 6 fonctionnaires et une bagnole ? Une blague. Pendant que nous, on comptait les cadavres à New York. Eux, ils jouaient à la pétanque. Durant les années 60, les réseaux se multipliaient. Les trafiquants tissaient des liens avec d'autres truands francophones à travers le monde. Au Canada, Jean Venturi, représentant de la société Ricard, assurait une diffusion canadienne de l'héroïne en Amérique du Sud. D'autres collabos en fuite, comme Auguste Ricor, opéraient depuis le Brésil et le Paraguay.
Au Mexique, à Cuba, Jean-Baptiste Crochet, dit Batty, et ses complices voyageaient beaucoup et jouissaient des faveurs du général Batista. Le territoire américain était encerclé par le nord et par le sud. L'héroïne made in Marseille passait sans encombre. En parallèle, Lucky Luciano rendait son dernier souffle à Naples, victime d'une crise cardiaque en 1962. Pendant ce temps, en France, le milieu criminel s'enfonçait dans le chaos, transformant Marseille en véritable champ de bataille. En mai 1965, le commissaire Robert Blément tombait sous les balles, abattu sur ordre d'Antoine Guérini. Antoine le considérait trop ambitieux, une menace directe pour le clan Guérini. Et puis, il n'était pas corse, un détail qui pesait lourd dans cette logique de territoire et d'honneur. Bien sûr, comme toujours dans ces affaires, la vengeance ne tardait jamais. Les alliés de Blément prirent la mesure du coup et ripostèrent. Le vendredi 23 juin 1967, à 16h10, Antoine Guérini était abattu à bout portant par 11 balles. Quelques jours plus tard, Barthélemy Guérini était accusé du meurtre d'un certain Claude Mandroyan. Jugé, il était condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Quelques années plus tard, il mourait d'un triple cancer. Le clan Guérini était décapité. La situation était devenue catastrophique. Mais il a fallu ce carnage et nos coups de pression incessants pour que les autorités françaises se décident enfin à sonner l'alarme. Il était temps. À partir de 1972, la guerre a vraiment commencé. Et là, la partie était inégale. D'un côté, des flics d'élite, de l'autre, de petits artisans de la canne. L'un après l'autre, ils commençaient à tomber. D'abord les petites mains, puis ils ont visé la tête. Les chimistes. La brigade des stupéfiants remontait jusqu'au plus célèbre d'entre eux, Monsieur 98%, Joe Cesari. Dans son laboratoire, les policiers découvraient 120 kilos d'héroïne pure, prêts à être expédiés aux États-Unis. Cesari n'a pas tenu la distance. Le 22 mars 72, quelques jours après son arrestation, il a craqué. Il s'est pendu dans sa cellule des Baumettes. Il a laissé 2 lettres. La première adressée à sa femme pour lui demander pardon de la laisser seule avec leurs 2 enfants. La deuxième destinée au juge d'instruction, lui demandant de remettre son corps à sa famille. Avec la mort de Cesari, on a cru que c'était le coup de grâce pour la French Connection. Tu parles. C'était juste une pause. Chassés par les flics français, les trafiquants ont fait ce qu'ils savent faire de mieux. Ils se sont adaptés. Ils ont embarqué leur labo clandestin. Ils se sont planqués dans l'arrière-pays provençal, en Corse. Et pire encore, sur des bateaux. Des usines flottantes en pleine Méditerranée. Loin de fragiliser le réseau, ces déplacements forcés renforçaient au contraire l'organisation française. Les trafiquants profitaient de leur nouvel exil pour tisser des alliances stratégiques avec les groupes criminels voisins, notamment les Siciliens, assurant ainsi la continuité de l'approvisionnement et l'expansion du marché. Le business n'a jamais cessé, il s'est juste déplacé. Et pendant ce temps, chez nous, aux États-Unis, la demande explosait. C'était la folie. Entre la guerre du Vietnam qui nous ramenait des GI brisés, le mouvement hippie, la révolte contre le système, toute cette jeunesse cherchait une évasion. Et derrière cette vague, le principal fournisseur restait toujours les Français. En 1974, dans le quartier de Harlem à New York, un enfant sur 30 naissait déjà héroïnomane. Il venait au monde en hurlant, en manque avant même d'avoir ouvert les yeux. La demande ne faisait que grimper, et en face, les trafiquants français avaient appris de leurs erreurs. Fini le bricolage. Celui qui allait transformer le trafic d'héroïne en une véritable machine industrielle se nommait Laurent Fioconi, dit Charlot. Issu d'un milieu familial déjà plongé dans le milieu, il apprenait très tôt les ficelles du banditisme aux côtés de son oncle proxénète dans le quartier de Pigalle. Ses débuts étaient marqués par des braquages et des vols à main armée qui attiraient rapidement l'attention des forces de l'ordre. Pour se soustraire aux policiers, Charlot choisit de se réfugier en Espagne, destination prisée des criminels français en fuite. C'est en Espagne qu'il comprit une réalité. Les criminels qui dépensaient le plus librement n'étaient pas ceux qui braquaient des banques, mais bien ceux qui trafiquaient des substances. Alors il se lança. Il commença à trafiquer la drogue. Il acheta un bateau pour $15 000, sous le nom de Le Caprice des Temps. Le premier voyage fut risqué, tendu, mais ça marcha. Le deuxième voyage, une promenade de santé.
Et puis, bientôt, ça devenait la routine. Leur système était brillant, il faut le reconnaître. Ils chargeaient la cam depuis des laboratoires flottants en pleine Méditerranée. Ensuite, direction l'île de Saint-Martin pour changer l'équipage discrètement. De là, cap sur Porto Rico, puis Miami. Et comment passait-il l'immigration américaine ? En prétextant une mise en cale sèche pour des travaux de peinture ou de maintenance. Pendant qu'on cherchait des doubles fonds dans des valises, le Caprice des Temps déchargeait 400 kilos d'héroïne cachée dans la quille. 400 kilos d'un coup. On était loin de l'époque où Engelvin suait pour passer 50 kilos dans sa Buick. Fioconi avait monté une usine flottante. Risque minimum, profit maximum. Faites le calcul. Acheter $700 le kilo en Europe, revendu 12 000 sur le sol américain. C'était de la folie. Mais pour écouler de telles quantités, Charlot avait besoin de solides relais. C'est là qu'entrait en scène Jean-Claude Kella, dit Yeux Bleus. Braqueur venu du milieu toulonnais et ami d'enfance de Fioconi, il servait de passerelle essentielle vers la mafia new-yorkaise. Le modèle économique mis au point par le duo Fioconi-Kella fonctionnait à merveille. À chaque rotation, le Caprice des Temps rentrait à Marseille chargé d'une fortune. Près de 8 millions de dollars cachés à bord. Mais dans ce métier, la chance finit toujours par tourner. En février 1972, quelques heures avant de reprendre la mer vers la Floride, le navire fut intercepté aux Villefranche-sur-Mer par les douaniers français. À l'intérieur, une découverte historique. 425 kilos d'héroïne, la plus importante saisie jamais réalisée jusque-là. L'équipage fut écroué, mais Fioconi et Kella, eux, s'étaient déjà évanouis dans la nature. On a fini par les coincer en Italie. On a mis une pression d'enfer sur Rome et on a obtenu leur extradition. On les voulait chez nous. Le juge n'a pas tremblé, 25 ans chacun. On pensait que c'était fini, qu'on allait enfin avoir la paix. Tu parles. À peine arrivés, ils avaient déjà décidé qu'ils ne feraient pas 25 ans. Fioconi avait un don caché. Adolescent turbulent, Fioconi avait été placé dans un centre pour mineurs, où il avait suivi une formation en ferronnerie. Il y avait appris le métier de serrurier, la précision du métal et l'art de fabriquer des clés. Dans sa cellule, il créa une première clé pour tester. Elle fonctionna. Avec l'aide de Kella et de 5 autres détenus, 2 Italiens et 3 Cubains, ils fabriquèrent 7 clés au total. Puis, un soir, le groupe s'évanouit dans la nature, franchit les grilles d'Atlanta et s'envola en avion vers le seul endroit où notre justice ne pouvait plus les atteindre. Le nouvel Eldorado du crime, la Colombie. Le 20 juin 1972, en pleine grève historique des Dockers à New York, un renseignement venu de la police suisse alerte les douanes américaines. Une cargaison de boîtes de paella, bourrée d'héroïne, aurait quitté l'Espagne à destination d'un certain Édouard Rimbaud. Les agents se rendent aussitôt sur place. Mais sur les quais paralysés, des tonnes de conserves s'entassent. Comment identifier les boîtes trafiquées au milieu de milliers d'autres ? Les chiens, eux, n'y parviennent pas. Les emballages sont parfaitement scellés. Aucun parfum de filtre. Alors, les enquêteurs misent sur la physique. Une boîte d'héroïne pèse moins lourd qu'une boîte de paella. Les trafiquants ont dû ajouter du plomb pour masquer la différence. Une simple inspection au rayon X suffit à repérer les contrefaçons. Cette méthode révèle une cargaison inédite. De l'héroïne cachée dans des conserves de paella, une première mondiale. L'affaire fait immédiatement les gros titres aux États-Unis. À l'intérieur, 160 kilos d'héroïne française. Édouard Rimbaud, dit Doudou, est incarcéré au pénitencier fédéral d'Atlanta. Il garde le silence, du moins en apparence, car Rimbaud parvient à négocier. Il transmet le nom de son acheteur américain au grand parrain marseillais Jean-Baptiste Croce en échange d'une commission de 5% sur toutes les transactions futures. À ce stade, les autorités ont déjà frappé plusieurs étages du système. Avec l'affaire des boîtes de paella, un passeur est neutralisé. Avec l'arrestation de Joe Cesari par les stupes français, un chimiste majeur tombe. Avec l'interception du Caprice des Temps, Fioconi s'est volatilisé vers la Colombie. Il ne reste plus qu'un dernier étage de la pyramide à atteindre. Les financiers, ceux qui payent la morphine base, équipent les laboratoires et récoltent les millions. Les parrains de la French Connection. Et en 1973, le premier d'entre eux à tomber est justement Jean-Baptiste Croce.
J'ai été arrêté en 1971 au cours d'un trafic d'héroïne. Et après avoir découvert que j'avais été dénoncé par mes associés, j'ai fait des aveux complets qui ont entraîné le démantèlement de ce qu'on appelle la French Connection. Richard Berdin est arrêté à New York alors qu'il tente d'introduire aux États-Unis une voiture chargée d'héroïne. Mais ce petit passeur n'est qu'un pion, et il n'intéresse guère le bureau américain des narcotiques. Ce que veulent réellement les agents, ce sont les cerveaux, ceux qui financent et orchestrent l'acheminement de la drogue. Alors, ils lui posent un deal. 30 ans derrière les barreaux, enfermé dans une cage. Ou 3 ans de détention dans une ferme, à condition de parler. Pour sauver sa peau, Berdin décide de collaborer. Il donne des noms, et l'un d'eux fait l'effet d'une bombe. Le chanteur de variété Edmond Taillé. Sous des airs de vedette inoffensive, Taillé a mis en place un système diaboliquement ingénieux pour faire passer l'héroïne de France vers le Canada, puis jusqu'à New York, sans attirer l'attention des douanes. Son mode opératoire repose sur la manipulation. Taillé se rend à Montréal, choisit une femme, l'invite à dîner et gagne sa confiance. Ensuite, il lui achète une voiture flambant neuve et lui propose un voyage de rêve en Europe. La voiture embarque sur un cargo, direction l'autre côté de l'Atlantique. À l'arrivée, Taillé reprend le volant, descend à Paris, puis glisse jusqu'à Marseille. Là, au moment opportun, il charge 100 kilos de poudre dans la voiture. Ensuite, il restitue le véhicule à la jeune femme, lui demandant de le ramener au Canada, en assurant qu'il se chargerait de tous les frais. Une fois à Montréal, il l'appelait depuis New York et lui demandait de conduire la voiture jusqu'à Brooklyn. Puis, une fois la marchandise livrée, il se débarrassait d'elle et recommençait avec une autre femme. Mais les aveux de Berdin mettent un terme au stratagème. Taillé est immédiatement arrêté. À son tour, les Américains lui proposent le même marché, 30 ans de prison ou des aveux contre quelques années d'incarcération légère. Et Taillé finit par craquer. Cette fois, ce sont des noms majeurs qui tombent. Jean-Baptiste Crotchet, dit Batty, et son associé Joseph Bernard Marie, dit le Frisé. 19 janvier 1973. À la sortie du restaurant Le Gondolier, sur le vieux port de Marseille, Jean-Baptiste Crotchet monte dans sa voiture et démarre. Il n'a parcouru que quelques mètres lorsqu'une équipe de policiers surgit et l'intercepte. Au même moment, son associé Joseph Bernard Marie quitte l'établissement. Une seconde unité l'attend déjà et procède à son arrestation. 1 an et demi plus tard, en juin 1974, le verdict tombe. Le tribunal prononce des peines d'une sévérité exceptionnelle. 18 ans de réclusion pour Jean-Baptiste Crotchet et entre 14 et 16 ans pour ses principaux lieutenants. Quant à Joseph Marie, il n'assistera jamais au jugement. Il est mort en détention l'année précédente. Cette opération marque le véritable début de la fin de la French Connection. La production d'héroïne décline fortement à Marseille et désormais les réseaux américains se tournent vers l'Amérique du Sud et l'Asie pour s'approvisionner. Dans les 4 années suivantes, les forces antidrogue françaises et américaines arrêtent plus de 560 trafiquants, chacun représentant un maillon essentiel du réseau. Les derniers chimistes encore en liberté prennent la fuite, quittant la France pour se disperser à travers le monde. Mais l'histoire ne finit jamais vraiment bien. À la fin des années 70, un magistrat français, le juge Pierre Michel, un type droit dans ses bottes, a voulu finir le boulot. Il traquait les derniers labos, il appliquait la loi avec une main de fer. Mais l'argent de la drogue, c'est puissant. Le 21 octobre 1981, ils l'ont abattu en pleine rue, sur sa moto. 2 balles, une exécution. Le message était clair, ils préféraient tuer un juge plutôt que de perdre leur business. Avec la chute des pionniers marseillais, le trafic mondial entre dans une nouvelle ère, celle des cartels géants, des réseaux industrialisés et d'une drogue encore plus dévastatrice, la cocaïne. La poudre blanche s'apprête à faire exploser les profits, submerger la police et les douanes et briser la vie de centaines de milliers de consommateurs. Aucun pays ne sera épargné. Nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à la commenter et à la partager. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et puis,
Je tenais à vous dire merci. Nous avons dépassé la barre des 40 000 abonnés sur la chaîne. Et pour moi, c'est tout simplement incroyable. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants et merci à ceux qui me suivent depuis le début. Un remerciement tout particulier à Sandra Costa, la seule membre privée qui est restée fidèle depuis le premier jour. Si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne davantage, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo. Encore une fois, merci pour votre temps, votre soutien et votre passion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.